Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons parler, vous l'avez compris, de chaîne de valeur. Donc 4 intervenants seront avec moi pour le temps qui nous est imparti. Donc effectivement, n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions. Le temps est assez contraint, mais on essaiera quand même d'en prendre une ou deux. Comme ça, vous pourrez participer également à notre table ronde. Alors, face à l'urgence environnementale, sociale et géopolitique, il devient impératif pour les entreprises aujourd'hui de refonder leur chaîne, la lecture des chaînes de valeur. Elles sont aujourd'hui complexes, elles sont mondialisées et elles sont souvent opaques. Alors, elles sont aujourd'hui au cœur des transformations attendues par les régulateurs, les consommateurs, les acteurs économiques eux-mêmes. Comment font-elles justement pour embarquer leur chaîne de valeur, et cela pour allier transformation durable et compétitivité? Pour démarrer cette table ronde, c'est avec vous, Cléa Martinet, que je souhaiterais poser cette question. Alors vous avez co-présidé le groupe de travail sur la chaîne de valeur du Cercle de Giverny, qui s'inscrit dans la dynamique du forum et qui vise à faire émerger, comme vous le savez, 30 propositions pour accélérer la transformation écologique et sociale de la France et de l'Europe. Quelles sont celles qui ont retenu votre attention? Alors, il y en a 6, on ne va peut-être pas toutes les balayer, mais dites-nous pour vous, pour le groupe Renault. Alors, le groupe Renault, vous connaissez tous, mais je rappelle quelques petits chiffres clés. C'est 56,2 milliards de chiffre d'affaires, c'est 2,2 millions de véhicules vendus dans le monde en 2024, 12% de réduction de l'empreinte carbone par véhicule depuis 2019, et vous avez 98 000 collaborateurs dans 36 pays. Donc une grosse entreprise qu'on connaît bien. Et alors justement, quelles sont, les propositions qui vous ont marqué? Merci de la question. Donc c'est un groupe de travail assez riche, car très, très éclectique. On avait donc bien entendu la route avec Renault, mais on avait l'agroalimentaire, on avait Bureau Veritas, on avait le médicament, avec des chaînes de valeur à géométrie variable, des enjeux aussi à géométrie variable. Donc discuter ensemble n'a pas été une mince affaire, mais il me semble qu'on a abouti à des propositions les plus simples, les plus pragmatiques possibles. Je vais en citer 2 ou 3. Alors la première, créer un standard assorti d'une base de données commun pour cartographier les chaînes de valeur. Je prends un exemple qui est le mien. Nous, quand on s'est retrouvés face à le devoir et le défi, par la même, de cartographier la chaîne de valeur du véhicule électrique, c'était pas simple. Quel score et comment est-ce qu'on évalue la performance en droit humain, en environnemental, en eau, en empreinte carbone, en pollution des sols d'un pays croisé avec celui d'une matière. Et donc, bien entendu, on a eu recours à un expert tiers pour nous accompagner. Mais en fait, ce défi est le même pour l'ensemble du secteur automobile implanté en Europe et aussi pour ses équipementiers. Donc si on avait eu quelque chose de commun alimenté par l'OCDE avec des bases de données reconnues par tous qui sont aujourd'hui payantes et publiques, et on est ravis de les payer, il n'y a pas de problème, mais si elles avaient été reconnues et communalisées, on aurait été bien plus vite dans l'éclairage des risques et de là où il fallait porter notre attention en matière d'audit. Donc ça, c'était une première proposition assez structurante et qui, je pense, pourrait simplifier la vie de pas mal d'entreprises autour de la table. La deuxième, c'était de créer une plateforme commune d'évaluation des fournisseurs. Aujourd'hui, dans les chaînes d'appro qui sont hyper complexes, opaques, profondes, où on y voit vraiment, on tâtonne, souvent quand un problème remonte, il touche plusieurs d'entre nous. Il y a les problèmes liés au cobalt, il y a les problèmes liés aux Ouïghours qui ont touché la chaîne de valeur de l'industrie automobile, et il y en a eu d'autres dans d'autres chaînes de valeur. Je ne vais pas les citer, je ne cite que les exemples qui sont les miens. On sait très bien que certains fournisseurs à problème ont été audités plusieurs fois par plusieurs cabinets différents, alors qu'on aurait pu communaliser les résultats de ces audits et ensemble mener des actions correctives. Et donc ça aussi, quand on sait où le bas blesse, il y a des actions communes à mener en tant que filière, responsable vis-à-vis de l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et puis enfin, la dernière proposition, j'espère que je ne suis pas trop longue ni harassante, mais la dernière, c'était de veiller à ce que ces ambitions réglementaires qui viennent donc nous imposer des standards, de la performance en matière de durabilité vis-à-vis de notre chaîne de valeur, en fait, elles se fassent à pied d'égalité vis-à-vis d'acteurs qui ne sont pas européens.
Et nous, on le voit sur notre industrie, on le voit sur d'autres industries aussi. En fait, il peut nous arriver de payer extrêmement cher la durabilité de notre chaîne d'approvisionnement. On ne conteste pas du tout ce prix-là, on conteste le fait qu'on soit les seuls à devoir le payer, alors qu'on voit d'autres objets arriver sur notre marché allègrement et qui en sont exemptés. Et donc, il y a cette protection de la compétitivité des acteurs européens sans rien faire aucun compromis sur la durabilité, mais peut-être mettre tout le monde sur le même pied d'égalité de cette exemplarité européenne et française qu'on se donne. Voilà. Merci beaucoup. Non, vous n'avez pas été trop longue. Marc Roussel, vous êtes exécutif vice-président de Bureau Veritas, qui est donc le leader mondial de l'inspection, certification et des essais laboratoires. Vous comptez 84 000 collaborateurs et fournissez des services dans 140 pays. Je crois que vous connaissez la plupart des personnes qui sont avec vous ici lors de cette table ronde. Vous, quelles sont les propositions qui ont le plus retenu votre attention? Alors c'est vrai que de par votre métier, j'imagine que vous allez nous parler beaucoup des plateformes d'évaluation, puisque vous êtes dans votre cœur de métier, mais peut-être il y a d'autres propositions qui ont retenu votre attention. Non, malheureusement, Cléa elle a déjà expliqué les propositions numéro 2, numéro 3, mais effectivement, nous, de par notre vécu, on travaille avec beaucoup de clients qui se plaignent un peu de la multiplicité des demandes et de la redondance en fait, des demandes. Même s'ils sont de bonne volonté, ils sont un peu harassés de demandes différentes sur un même sujet, et ça devient à la fin contre-productif, coûteux, et tout le monde s'y perd, quoi. Donc clairement, c'est vrai que la proposition numéro 2, d'avoir une création d'une plateforme digitale qui permettrait de partager l'information. Ça vous ferait gagner du temps. Déjà pour nos clients et pour les donneurs d'ordre, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent. Et quand on parle de résilience, quand on parle de transformation durable, il faut jamais oublier le coût que ça a, le temps que ça consomme pour chacun. Et si on ne veut pas avoir tout le monde contre nous, il faut rendre les choses les plus simples possibles, quoi. Donc c'est vrai qu'à l'heure du digital, d'imaginer d'avoir une plateforme où on peut partager l'information qui soit adossée à un certain nombre de certifications, de référents ou de labels ou de références durables qui soient claires et partagées, ça permettrait à tous les acteurs d'avoir une vie beaucoup plus simple. Et pour nous, entreprises qui accompagnons nos clients à gérer tous ces risques, ça nous permettrait d'avoir une action qui soit partagée avec tout le monde, quoi. Donc pour nous, c'est aussi beaucoup plus simple, quoi. La proposition numéro 3 sur également la différence de réglementation qu'il y a entre les pays, c'est également un problème pour tous nos clients et un problème pour nous, puisqu'on passe notre journée à jongler et à essayer de comprendre quelles sont les différences entre les pays, quelles sont les évolutions, parce que la temporalité n'est pas non plus la même suivant les pays. Donc c'est un peu un casse-tête permanent pour arriver à suivre tout ça. Et là aussi, le risque, c'est d'être contre-productif, parce que même si le sujet part d'une bonne intention, si le résultat, c'est des différences de compétitivité, eh ben à la fin, on a les gens qui sont contre nous. Donc il est important d'arriver à être cohérent dans ce qu'on fait. Et nous, Bureau Veritas, on passe notre journée à aider nos clients à gérer tous leurs enjeux de qualité, de sécurité, de santé, de compliance. Ça aussi, ça nous simplifiera la vie sans aucun doute, quoi. Donc c'est vraiment deux propositions qui pour nous, je dirais, sont vraiment court-termistes, simples, au moins dans la théorie, quoi. Merci beaucoup. Alors on va pas changer complètement de secteur avec vous, Fausto Rotelli. Vous travaillez dans un groupe familial Ferrero France, donc 1,67 milliard de chiffre d'affaires en 2023-24. Vous avez 1400 salariés. Alors il y en a près de 1000 qui travaillent sur 5 sites en Normandie. Et vous avez des marques fortes que tout le monde connaît, j'imagine, qui sont Nutella, Kinder, Ferrero Rocher et Mon Chéri. Je ne vais pas vous faire plus de pub que cela. Vous, les propositions qui vous ont intéressé, est-ce qu'elles sont identiques à celles qui ont été mises en avant par les deux autres intervenants, ou est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez intéressantes de manière un petit peu différente ? Alors, il y a deux propositions justement qui ont été mises en avant et par rapport au secteur automobile. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce sont des propositions de bon sens qui vont pour l'ensemble des chaînes de valeur. Et donc, cette identification, que ce soit de la chaîne de valeur et des risques, est essentielle aussi pour des producteurs comme nous en matière de cacao, d'huile de palme, de noisettes. Et c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant aujourd'hui et réussir à le mettre en place de façon simple.
dans le sens où si on regarde, il y a un règlement que nous attendons et sur lequel nous avons vraiment doublé d'efforts vis-à-vis de la Commission européenne, qui est le fameux règlement RDUE. Dans son application, aujourd'hui, les entreprises et surtout nos clients prennent les devants, ce qui nous génère, par exemple, au niveau de ce qu'on va appeler la paperasse administrative, autant de certificats qu'il y a de clients. Voilà, donc il s'agit d'un vrai on y reviendra peut-être tout à souhait l'heure, et effectivement, d'une vraie avancée, justement, sur l'aspect avoir cette compétitivité, garantir la compétitivité, passe aussi par là, c'est-à-dire une mise en place facile et efficace, comme vous le disiez. Ça, c'est certain. Après, il y a une autre mesure que je vais mettre en avant, puisque vous en avez parlé tous les deux, qui est celle de l'ambassadeur à la traçabilité. C'est quelque chose aussi de très important aussi vis-à-vis non seulement des pays producteurs pour mettre en contact aussi bien importateurs, entreprises locales, communautés et pouvoirs publics, parce qu'aujourd'hui, pour aller sur la chaîne de valeur, il faut vraiment que l'ensemble des acteurs participent et collaborent. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise ou la grande entreprise qui va régler tous les problèmes. Nous l'avons expérimenté, par exemple, autour de l'huile de palme. Nous avons travaillé avec vous dans un premier temps, puis sommes passés à l'étape d'après avec Airbus. Donc, et par exemple, pour garantir qu'il n'y a pas de déforestation associée, nous comparons les cartes tous les 3 mois. Et là-dessus, c'est aller au-delà. Et donc, ça permet de mettre en place et de suivre ces aspects. Et l'ambassadeur, justement, à la traçabilité permettrait de résoudre ces problématiques-là qui sont systématiques. Et aujourd'hui, en France, par exemple, il y a certes un ambassadeur à l'environnement, mais dans l'ensemble de ses fonctions, la traçabilité est relativement mise de côté, ce qui est dommage. D'où la demande d'avoir un ambassadeur ad hoc. Et quid de l'idée de créer un code couleur standardisé en guise de levier de sensibilisation à la traçabilité? Ça, c'est l'une des propositions qui a été formulée aussi. Vous en pensez quoi, vous, chez Ferrero? C'est quelque chose qui va vers la simplification. Après, aller simplifier, ça je le dis à titre personnel, autant, risque de perdre en crédibilité et en sérieux par rapport à la démarche. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un ensemble d'instruments qui permettent d'aller de l'avant. Très bien, merci. Alors Laurence Perrault, alors vous n'êtes, vous ne représentez pas une entreprise, mais plutôt un secteur d'activité, donc le LEM. Vous avez été invité aussi à participer au groupe de travail chaîne de valeur du Cercle de Giverny. Alors le LEM, je le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, ce sont 280 entreprises qui sont adhérentes. Donc vous êtes présent sur tout le territoire français et vous employez près de 110 000 personnes dans plus de 150 métiers différents. Alors aujourd'hui, que va-t-on faire de ces propositions qui ont été formulées dans le cadre du groupe de travail et comment on peut allier transformation durable, compétitivité, surtout au regard des relations aujourd'hui qui existent entre l'Union européenne et notamment les États-Unis? Merci. Alors effectivement, moi je représente les entreprises du médicament, ce sont les entreprises pharmaceutiques en France. Et vous mentionnez 280 entreprises. En fait, ça représente 60% d'entre elles sont des petites et moyennes entreprises dans les territoires. Et j'en parle parce que, notamment ce matin et tout au long de la journée, on évoquait aussi le sujet de comment faire en sorte d'embarquer l'ensemble des entreprises dans leur transformation, et notamment les petites, et notamment dans les territoires. Et comment faire ça alors qu'aujourd'hui, le rééquilibrage du monde, et donc de passer d'un monde multilatéral à un monde plutôt bilatéral, est-ce que tout notre enjeu, toute notre ambition européenne et donc française peut se permettre de continuer? D'où évidemment on dit oui, triple oui, j'ai envie de dire, en nous disant, et je trouve que la ministre ce matin l'a très bien évoqué, sur le fait que l'Europe est à l'heure de ses choix. Que sur ces sujets, alors oui, on peut rencontrer, j'ai envie de dire, pour reprendre une expression actuelle, une fatigue normative, comme on peut avoir une fatigue démocratique. Et pour autant, si on se laisse écraser par des standards qui ne viendraient pas de l'Europe, et notamment des standards aux États-Unis ou en Asie, alors l'Europe va perdre sa force et donc n'aura plus aucun moyen de négocier. Ce qui est important à savoir, si je prends le secteur de la pharma et donc du médicament, je vais vous donner un chiffre. Quand on dézoome France, Europe, US et Asie, 80% de l'innovation, notamment des essais cliniques, se font aujourd'hui aux États-Unis et en Asie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, 80% des brevets ne seront plus faits en Europe.
Ça veut dire que demain, les standards ne seront plus faits en Europe et ça veut dire que nous accélérerons la dépendance que nous avons avec ces grandes plateformes. Donc c'est un choix extrêmement difficile parce qu'on est à la croisée des chemins et on en a parlé. Comment faire en sorte, dans des effets ciseaux de prix, en tout cas à format les plus bas d'Europe et la fiscalité la plus haute, on arrive à croire encore que malgré tout, il faut continuer à pousser des normes, mais des normes qui ne sont plus punitives, mais incitatives. Et comment on continue à pousser le fait que nous croyons à une Europe responsable, parce que nous avons besoin d'une croissance elle-même responsable, parce qu'elle sera durablement rentable si elle est responsable. Et quand on est un syndicat professionnel, et on pourrait y revenir, le grand enjeu, c'est quoi? C'est notamment par rapport à des entreprises qui ont ces difficultés à exister sur le marché, à continuer à croire, notamment à la France et à l'Europe, versus ces grands blocs, c'est de dire on n'a pas le choix. Et c'est, je crois, tout l'enjeu et la beauté de ce cercle de Giverny depuis de nombreuses années, c'est que si nous-mêmes nous n'y croyons pas, si nous-mêmes nous ne faisons pas des choix très clairs géopolitiques, alors nous n'existerons plus. Parce qu'on sait que les normes, c'est les gold standards. Et sur la santé, si on veut continuer à ce que les patients en France, en Europe, aient accès aux meilleurs traitements mondiaux, alors il faut qu'on soit positionné sur ces sujets. Donc, un peu le pistolet qu'on a sur la tempe, où on voudrait nous faire plier sur ces sujets, y compris en tant que représentant d'un syndicat pharmaceutique, nous crions aujourd'hui plus que jamais que l'Europe et la France doivent continuer à porter ces choix-là. Ils sont ambitieux, ils sont compliqués, ils vont coûter de l'argent. Ils vont coûter de l'argent aux entreprises, il faut que ça coûte de l'argent aussi aux États pour qu'ils investissent, parce que nous aurons une France forte, si nous avons une Europe forte, et donc il faut vraiment qu'on soit collaboratif et en coopération sur ces sujets, me semble-t-il. Donc message assez clair qu'on a entendu. Avant de passer à la deuxième séquence, je vous propose de prendre les deux questions qui ont été posées par les personnes qui sont présentes. Alors je vous lis les deux questions et puis après vous voyez qui souhaite y répondre. Donc la première, c'est sur la plateforme d'évaluation des fournisseurs que vous proposez. Ne ressemble-t-elle pas un peu à l'European Single Access Point que CSRD créerait? Donc première question. Je ne sais pas qui souhaite peut-être répondre à celle-là. Et ensuite, deuxième question, si la prolifération des certifications est dangereuse, ne pensez-vous pas que la création de standards uniques et d'équivalence l'est tout autant? Comment réduire le temps de travail à un standard unique sans perdre toute la richesse des codes du travail? Donc une double question. Qui souhaite prendre la question de la plateforme d'évaluation qui pourrait ressembler à quelque chose déjà avancé? Est-ce que ça vous parle? Je ne suis pas un expert de la plateforme. Par contre, ce qui est clair, c'est que par rapport à ces sujets de supply chain, l'idée de la CSRD quand même, c'était d'arriver à obliger les entreprises à faire un certain nombre de diligences avec des normes qui étaient partagées et à les partager derrière. Donc c'est vrai que la CSRD va dans le sens d'harmoniser un peu ce qu'on demande à la chaîne de valeur et ce qu'on demande sur d'autres sujets également, quoi. Donc ça allait dans le sens effectivement de simplifier, si tant est que après tout dépend de la façon dont c'est fait, quoi. Mais l'idée générale au démarrage, c'était sûrement ça. Cléa? Alors, moi, la compréhension que j'ai du European Single Access Point, il reflète aujourd'hui la relative myopie de la CSRD et ça s'arrête au rang 1, peut-être au rang 2. Moi, l'évaluation à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, c'est du rang N, c'est-à-dire vraiment aller chercher quelque chose qui se situe à 3, 4, 6, 7 nœuds du metteur au marché que nous pouvons être. Mais j'ai peut-être une mauvaise compréhension. C'est celle que j'en avais en tout cas, et c'est celle dans laquelle la CSRD s'inscrit aujourd'hui. Quid de la CS3D, mais qui est en train de se dévêtir c'est joliment et dit. de s'amoindrir. Voilà. Donc, pourquoi pas? En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé la réponse aux besoins qu'on a collectivement partagés en groupe de travail dans ce qui se dessinait via l'European Single Access Point. Merci. Alors, vous souhaitez... Je vais peut-être tenter une réponse, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais sur le sujet des standards uniques. On oui. Oublie souvent que pour construire un marché unique, il faut des standards en réalité. Et que l'Europe, ce n'est pas un marché unique s'il n'y a pas une normalisation de l'activité de nos entreprises. Et donc, c'est 27 pays à mettre d'accord sur des standards. Et c'est la grande complexité de l'Europe, mais c'est aussi la grande beauté de l'Europe. Donc, je ne sais pas si la question, c'était le point de vue de la question, mais en tout cas, de ne jamais oublier que ces standards vont nous permettre de construire ce marché unique qui peut devenir le plus grand marché mondial.
En revanche, il faut que ces normes soient incitatives, qu'elles incitent les entreprises à investir. Et il y a le sujet, évidemment, on en a parlé aussi ce matin, de l'acceptabilité sociétale et environnementale. Donc en fait, c'est un sujet éminemment complexe, mais les standards, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que nous devons construire ce marché unique européen. Et nous sommes 27 pays pour le faire. Merci beaucoup. Alors, Marc Roussel, donc vous vendez de la matière grise, vous êtes une sorte de tiers de confiance pour les entreprises que vous accompagnez. Comment vous exercez votre rôle d'ambassadeur à la traçabilité et est-ce que les entreprises vous suivent toujours? Est-ce qu'elles prennent en compte ce que vous dites ou est-ce que vous avez encore des difficultés? Alors, nous ne sommes pas une sorte de tiers de confiance, on est vraiment des tiers de confiance. Pardon, désolé. Vous êtes... Voilà. C'est important les mots. Donc, non, juste plus sérieusement, les entreprises, elles viennent très souvent à nous pour, soit parce que, alors, actuellement, il y en a beaucoup qui viennent nous voir parce qu'elles sont en train de reconfigurer leur chaîne d'approvisionnement. Et ce qui est d'ailleurs une opportunité, hein. À cette occasion-là, elles essaient de faire bien du premier coup. Donc, elles viennent nous voir en disant comment je peux faire pour répondre et mieux maîtriser ma chaîne de valeur. Nous, notre rôle, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va essayer de leur expliquer un peu quels sont les différents risques associés à la chaîne de valeur, l'opacité en étant déjà le premier, les risques réglementaires, peut-être un peu politiques, et après, on va essayer de les accompagner sur une démarche, et après, si besoin, mettre à leur disposition des outils complets pour monitorer et maîtriser leur chaîne de valeur. Dernièrement, on a, par exemple, on a des grands groupes dans le monde du sport qui veulent se redéployer plutôt dans certains pays d'Asie du Sud-Est et qui nous demandent d'aller les accompagner sur leur redéploiement en Asie du Sud-Est, où là, on va faire l'analyse de risque et les accompagner sur un certain nombre d'audits, même très nombreux, pour arriver à s'organiser et à se déployer sur ces nouveaux pays. Après, est-ce qu'elles nous suivent tout le temps? L'entreprise est roi. Moi, je suis qu'un tiers de confiance. Et du coup, on les conseille. Maintenant, elles ont de plus en plus intérêt à nous suivre. Et généralement, quand elles viennent nous voir, c'est qu'elles ont envie d'y arriver, quoi. Donc après, on n'arrive pas toujours à faire tout du premier coup. Mais ceux qui viennent nous voir viennent généralement avec une motivation très positive, quoi. Donc globalement, ça se passe plutôt bien. Oui. Et un dernier point sur lequel je voudrais rebondir là-dessus, c'est qui est lié dans ces déploiements et l'accompagnement de ces clients à l'étranger. Ça rejoint un peu le rôle d'ambassadeur. On joue aussi, nous, très souvent, le rôle d'ambassadeur. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, et en Afrique, on faisait énormément soit des réunions avec des filières professionnelles pour expliquer les attentes de l'Europe sur certains sujets, parce que de façon à les aider à évoluer, de façon à les aider à pouvoir exporter, quoi. Et l'attente est grande. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, d'avoir un ambassadeur un peu plus institutionnel qui éduque peut-être les conseillers économiques dans les ambassades dans les différents pays du monde pourrait nous aider aussi à passer le message et à éduquer les entreprises locales, que ce soit en Côte d'Ivoire pour le cacao ou d'autres pays comme ça. Mais il y a toujours beaucoup de pédagogie à faire sur tous ces sujets-là, quoi. Nous, Bureau Veritas, on est dans le monde entier. On passe énormément de temps à expliquer à des potentiels exportateurs vers l'Europe qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils peuvent le faire, etc. Merci beaucoup. Alors Cléa Martinet, Renault Group compte pas moins de 3500 fournisseurs de rang 1. Donc moi j'étais assez surprise. Enfin c'est vrai que c'est énorme par rapport à d'autres industries. Alors comment vous avez réussi, vous, à transformer vos chaînes d'approvisionnement en moteur d'innovation sociale? Et est-ce que c'est plus difficile d'engager une démarche vertueuse? Je sais que vous souhaitez insister sur ce point-là. Lorsqu'on est dans une chaîne d'approvisionnement de l'industrie qui est complexe, alors que dans d'autres secteurs, vous citiez par exemple le BTP, vous avez l'impression que c'est quand même plus facile. Vous dites, attention, nous, on a quand même beaucoup plus de contraintes. Pardon. Je vais me faire des amis dans la salle. Voilà. J'espère qu'il n'y a personne du BTP ici. Mais voilà. Mais après, vous allez expliquer pourquoi, Cléa, vous avez pris cette comparaison-là. Oui. Alors, en effet, 3500 fournisseurs de rang 1. Là, c'est une maille site, donc c'est 3500 sites de fournisseurs pour ce qu'on appelle les bought-out parts. Donc, c'est en gros les pièces qui composent le véhicule. Si on cumule avec les fournisseurs totaux de l'entreprise pour le rang 1, on atteint les 8500 fournisseurs. Et si vous voulez avoir la maille rang N, on est dans les 60 000 sites fournisseurs chaque année. Donc, en fait, on est face à une complexité immense parce qu'elle est plurielle.
d'abord. Puis ensuite, si on se penche sur certaines chaînes de valeur, d'ailleurs ce sont celles les plus exposées, je parlais de la chaîne de valeur de l'électrique tout à l'heure et j'y reviens. En fait, pour produire une batterie, vous avez entre 1500 et 3000 acteurs potentiels derrière une cellule. En fait, vous avez 7 rangs de la mine aux constructeurs automobiles. Vous avez les mines, vous avez les raffineurs, vous avez les producteurs de matières actives, les précurseurs chimiques, vous avez les fabricants de cellules, les assembleurs de cellules, et vous avez le petit ou le gros d'ailleurs, on s'en fiche, le constructeur automobile en bout de chaîne, qui a une pénétration tout à fait variable sur cette chaîne. S'il a du cash, il achète des mines, et s'il n'a pas de cash comme un constructeur généraliste, il achète des batteries. Et donc face à cette complexité, face à des ONG droits humains ou des ONG attachées à l'empreinte carbone qui nous disent « prouvez-nous que vous êtes irréprochable », je serais d'une arrogance et folle de dire que vous inquiétez pas, tout va bien, malgré tous les audits qu'on peut déployer, malgré toute l'attention qu'on peut porter, les cahiers des charges, les codes de conduite, les standards qu'on cascade de manière contractualisée, les efforts qu'on peut faire. Tout ne peut pas être sous contrôle. C'est pas vrai, voilà. En tout cas, on n'y arrive pas. C'est pas vrai aujourd'hui. Et donc, j'allais juste vous reprendre sur moteur d'innovation durable. C'est un horizon plus qu'une réalité aujourd'hui, bien sûr, c'est ce qu'on se dit pour progresser, et on progresse chaque année un peu plus, parce que c'est vrai que cet élan réglementaire, vous parlez de la directive déforestation tout à l'heure, mais nous on a une directive batterie qui arrive aussi, on a le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, on a la CS3D qui arrive, mais qui s'applique déjà au travers du devoir de vigilance de 2017. On a quand même une batterie de réglementations qui arrivent et qui vont toutes dans le bon sens, et qui vraiment force tout le secteur à peser de tout son poids sur sa chaîne de valeur. Et donc, comment dire, la manière dont on a d'y arriver, c'est de donner du temps. C'est-à-dire que quand, par exemple, on source un fournisseur, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres industries, parce que moi, c'est la seule industrie que je maîtrise à ce stade, vous avez une nomination au panel, et puis dans l'industrie automobile, il peut se passer un an et demi avant que vous soyez nommé pour la voiture. Et donc, dans cette année et demie, vous pouvez exiger de votre fournisseur qui est sur les rangs face à ses pairs pour fournir un véhicule, vous pouvez lui dire je veux un standard CDP, je veux tant d'audits dans ta chaîne et je veux avoir la preuve que telle mine a été certifiée par IRMA. Et ça, c'est un levier qu'on arrive à exercer avec du temps. Et donc, je pense que c'est ça. Le message, c'est qu'on arrive à devenir un moteur, pas en cherchant à tout faire tout de suite. Nous, on ne s'est pas dit qu'on ferait tout du premier coup. On a eu cette clairvoyance-là, en tout cas cette humilité. Et voilà, essayer de donner du temps et se dire que tout ça se fera au fil des années avec une réglementation qui va dans le bon sens, mais qui, dans son déploiement, reste complexe. Merci Cléa. Alors Laurence Perrault, vous avez décrypté les risques et identifié la chaîne de valeur dans votre secteur. Alors comment fait-on en tant que branche professionnelle pour embarquer l'ensemble des entreprises qui sont adhérentes, et quelles sont les méthodes pour simplifier, harmoniser? Est-ce que vous avez mis en place des outils? Où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, merci. La question que vous posez en réalité, c'est quel est le rôle d'un syndicat aujourd'hui? Tout à fait. En fait, et oui, nous sommes là pour défendre une industrie qui est là pour apporter tous les jours les soins dont vous avez besoin, mais aussi d'embarquer cette industrie dans son chemin de transformation. Ce que je vous disais en introduction, 60% des entreprises adhérentes au LEM sont des TPE et des PME, notamment dans les territoires, et une grande partie d'entre elles n'ont pas les codes de compréhension de tous les textes qui arrivent, et donc ont besoin d'être accompagnées. Et elles sont aussi accompagnées grâce à un travail collectif avec les plus grandes d'entre elles, qui, de façon collaborative, aident tout le monde à progresser. J'aime bien votre idée de dire soyons humbles et essayons de construire un chemin de progrès. C'est ça qui, ensemble, va faire que peut-être nous construirons un monde meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, comment on s'y est pris au LEM? Et c'est pas nouveau, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on embarque les entreprises du médicament dans ce chemin de progrès. On a créé un programme qui s'appelle Pacte, et notamment qu'on a renommé au moment de la loi Pacte, évidemment, Pacte 2030, pour être extrêmement opérationnel avec des KPI à la clé pour dire comment, on vous accompagne et demain, et en plus, comment on mesure. Dans ce
Pacte, en fait, on veut les engager sur leur transformation à la fois sociale, sociétale et environnementale. Parce qu'on le disait aussi au cours de la journée, il y a le sujet de l'acceptabilité. Et donc, par exemple, si je prends le volet social de nos engagements, on est le seul secteur aujourd'hui en France à avoir signé des accords de branche sur l'égalité hommes-femmes, sur les aidants notamment, et là plus récemment sur les seniors. Donc, notre capacité à embarquer sur le pôle social un secteur, un syndicat comme le nôtre a décidé de se positionner pour stretcher, accompagner nos entreprises pour qu'elles prennent des engagements sur le volet social. Sur le volet environnemental, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu un énorme programme où on a engagé tous nos adhérents. Et donc, au travers de groupes de travail, évidemment, on a décidé de créer une plateforme de reporting en se disant commune, justement, pour faciliter les déclarations. Ça a deux avantages. Un, on crée pour eux, évidemment, technologiquement l'outil, mais derrière, on a simplifié l'outil et ça leur permet d'avoir des standards de qualité entre elles et donc de se benchmarker sur leur propre chemin au titre du secteur et pour faire progresser le secteur. Et c'est là où on se bat sur ces fameuses normes incitatives plutôt que punitives pour montrer le chemin de progrès. Et quelle que soit la nature des textes qui vont arriver avec le détricotage que vous évoquiez, on s'est dit de toute façon, on doit continuer à faire notre reporting extra-financier. D'ailleurs, Madame Lagarde nous a rappelé à l'ordre et a rappelé à l'ordre le Parlement européen cet été en disant que si on détricote, les financeurs, les investisseurs, les banquiers, eux, ont toujours leurs obligations de reporting extra-financier. Donc l'industrie ne peut pas s'y soustraire. Donc dans Pacte, il y a cet outil, cette plateforme où nos entreprises peuvent faire leurs déclarations et au cours du temps, on va voir notre capacité à faire progresser le secteur. On a aussi des programmes et de formation et d'outils. On s'organise en région pour former toutes nos entreprises pour qu'elles fassent leur transition. Donc voilà comment nous, à notre échelle, on peut faire basculer, transitionner tout un secteur d'activité dans leur responsabilité. Et là où j'aime bien ce que vous dites, est-ce qu'on est parfait ? Probablement pas, mais le sujet, c'est de faire évoluer le secteur pharma dans le bon sens. Merci. Fausto Rotelli. Alors, Ferrero s'est engagé depuis quelques années maintenant dans la RSE en prenant des engagements, notamment sur la chaîne de valeur qui concerne l'huile de palme, cacao. L'huile de palme, on a pas mal parlé pour l'une de vos marques phares, pour que tout ça soit responsable. Alors, comment vous avez procédé et ensuite, comment vous vérifiez? Alors, vous en avez parlé un petit peu rapidement tout à l'heure avec ce que vous regardez vue du ciel pour voir si vos préconisations sont suivies. Racontez-nous un petit peu votre démarche. Alors la démarche s'est faite et a été initiée au début des années 2000 et a pris très longtemps à se mettre en place. Donc il faut surtout être humble, comme vous le disiez toutes les deux, dans l'approche. Si on prend par exemple l'huile de palme, c'est un travail qui a duré 9 ans au niveau du groupe. Donc c'était un engagement et une vraie décision et dont la difficulté principale a été le volet traçabilité. C'est-à-dire, c'est ça la clé, elle est là. C'est-à-dire savoir exactement d'où vient l'huile, de quelle plantation. Et aujourd'hui, nous arrivons à le faire. Et nous sommes à plus de 90%, 97% sur l'huile de palme, comme sur le cacao. Et donc, nous arrivons exactement à remonter la chaîne de valeur. Ce qui nous permet, au début, nous avons été naturellement accompagnés par Bureau Veritas, mais après d'aller au-delà, et donc, comme je le disais tout à l'heure, de travailler avec Airbus, dans le cadre de la Earthworm Foundation, et avec leur accompagnement, et d'aller systématiquement... Photographier, c'est ça? Exactement. En fait. Ouais. Nous recevons tous les 3 mois des cartographies satellites que nous comparons, et aujourd'hui même, avec le développement de l'IA, il y a directement des zones qui sont signalées. Et donc, ce qui nous permet de rentrer en contact avec notre fournisseur immédiatement, avec le producteur, et de lui demander des explications. Et donc il y a toute une politique de remède, pour le dire en bon français, justement, qui vise après à le faire revenir dans les clous. Le but, ça n'est pas de jouer la communication et de dire j'arrête de travailler avec lui pour avoir cette approche, et notamment en France, positive en termes d'image, mais c'est de dire je le fais changer dans son approche au travail. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est quelque chose que nous avons fait. Tous les 6 mois, nous publions l'ensemble des fournisseurs avec lesquels nous travaillons sur l'huile de palme et eux-mêmes s'en rendent compte. Et c'est une démarche qui fonctionne. Et après, nous allons aussi au-delà, puisqu'aujourd'hui, nous travaillons avec le CIRAD
notamment toujours sur l'huile de palme et sur le volet monoculture, où il y a justement une approche, et il y a un projet qui est Trails, le projet Trails qui arrive dans sa deuxième phase, en fait, qui vise à ne pas aller sur la monoculture, et donc de proposer aux producteurs de mettre en place aussi des projets d'agroforesterie et de diversification, en leur prouvant que la rentabilité reste la même au niveau justement de leur terrain. Justement, le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts va entrer en application à la fin de l'année. Vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose? Quand on a préparé, vous me disiez ça, c'est plutôt une bonne chose. Et alors, est-ce que toutes les entreprises qui sont là partagent votre point de vue? Et est-ce qu'il y a des risques d'inciter certaines d'entre elles à délocaliser parce que justement, c'est assez compliqué? De notre point de vue, non, puisque justement, les produits qui vont entrer dans l'UE seront justement sans déforestation. Donc ça permettra justement de mettre un stop, mais là aussi, c'est dans l'application, c'est-à-dire quand vous êtes un grand groupe comme Ferrero, que ce soit sur le cacao, l'huile de palme, nous sommes déjà prêts et nous allons au-delà déjà de ce qui est demandé, puisque nous ne sommes plus sur la cartographie polygonale, mais nous sommes passés directement à la satellite. Donc ça permet, nous avons une avance. Mais après, la problématique, c'est comment nous le généralisons, comme vous le disiez et comme vous le faites au niveau du LEM, c'est généraliser à l'ensemble des acteurs. Et sur les petits acteurs, c'est là que le règlement va permettre d'aider si sa mise en place est simple. C'est-à-dire si, quand je vends à 5 distributeurs différents, j'ai 5 paperasses différentes à remplir, là, pour la petite PME, ça ne sera pas simple. Et donc, c'est là-dessus où il faut que sa mise en place et son application, non seulement on démarre en temps en heure, elle a déjà été repoussée d'1 an, donc à la fin de l'année, mais aussi avec toute une approche qui soit la même et qui soit standardisée, justement, comme nous le disions tout à l'heure. Marc Roussel, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, tout d'abord, un être humain, ça ne vit pas sans poumon, la Terre non plus. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, je pense. C'est clairement, on en a besoin et c'est plutôt bien, sachant que ça concerne que quelques produits. Donc c'est pas pour tous les produits, on ne fait pas tout d'un coup. Donc, au moins, c'est progressif par rapport à l'idée générale d'y aller progressivement. Ça va plutôt dans ce sens-là. Après, nous, ce qu'on voit, c'est que les entreprises, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se sont préparées. Hein. On a eu énormément de demandes sur ce sujet-là. Ça a suscité des changements de fournisseurs, ça a suscité des changements des fois même de produits. Hein. Donc ça a eu une conséquence. Après, moi, j'ai juste une remarque supplémentaire par rapport à ça. C'est à chaque fois qu'on crée des nouveaux règlements, il faut se poser quand même la question de savoir comment derrière on va le contrôler, quoi. Parce que là aussi, si derrière il n'y a pas de contrôle, de savoir qui c'est qui respecte, qui c'est qui ne respecte pas, bah, ça va créer rapidement de l'insatisfaction ou des écarts de compétitivité, parce que certains feront l'effort de respecter et d'autres pas. Donc moi, ma recommandation à chaque fois sur toutes ces nouvelles lois, première question, c'est est-ce qu'on peut le contrôler? Et puis dès le début, de se dire comment je vais faire le contrôle. Et il y a beaucoup de lois qui concernent le développement durable, où des fois, si je prends le CBAM, quand je pose la question ça va être quoi la stratégie de contrôle derrière, j'ai pas toujours une réponse très très claire, quoi. Et là derrière, ça va créer là aussi de l'agacement, parce que la frustration exactement, on repart dans le même travers contre-productif peut-être. Cléa, vous souhaitez Oui, je rejoins tout le monde. Je connais personne qui conteste la lutte contre la déforestation, mais vraiment, nous, c'est sur le déploiement. Alors, c'est-à-dire que c'est assez simple dans le fait d'embarquer les fournisseurs. On a 8-9 fournisseurs de pneus, parce que nous, ça nous touche sur l'EVA, la déforestation notamment. Donc, ce sont les pneus, quelques composants et références dans un véhicule, mais pour faire vite, ce sont les pneus. On a 8-9 fournisseurs, on les embarque, on fait du resourcing. Bon. Mais en fait, la déforestation, ça ne s'arrête pas là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers dans la salle. J'imagine, vu la communauté, oui. Vous savez bien qu'il y a ce qu'on appelle une due diligence statement qui est attachée à une référence et qu'on doit pointer à chaque fois que cette référence change d'entité légale, même une fois qu'elle a franchi les frontières européennes. Donc nous, je vous donne 2 chiffres. La déforestation, ça va impacter 40 000 références de pneus et de composants au 31 décembre de cette année. Ces 40 000 références, il y a 300 000 flux derrière. Donc ça veut dire 300 000 due diligence statements pour une année, et c'est le groupe Renault en Europe. Donc moi je voudrais pas être à la place du clerc européen qui va devoir contrôler les due diligence statements, mais c'est pour vous donner une idée. En fait, je trouve que la démarche est remarquable, l'idée est très bonne, il faut contrôler ce qui rentre dans les frontières, mais pointer à chaque fois que ça change d'entité juridique, c'est-à-dire quand nous, ça arrive dans un entrepôt, ça passe dans un concessionnaire, il faut le pointer à chaque fois. Est-ce que cela est bien utile? Donc le déploiement est assez critiquable, en tout cas dans sa mise en œuvre, bien que la démarche soit absolument exemplaire.
Parfait, bah, écoutez, il nous reste 2 secondes, donc c'est parfait. Merci à tous les 4. Merci à vous. tous. Merci, bravo pour le timing.